moi je travaille au CAC, c'est le collectif des associations citoyennes, qui est un collectif qui a été formé en 2010. Et pour faire vite, c'est un collectif qui a été formé au moment où François Fillon était Premier ministre. C'est-à-dire que... non mais... à l'époque, il avait eu l'idée d'adapter une directive européenne en droit français, et cette directive, en fait, elle a accéléré le processus de marchandisation, c'est-à-dire le fait que les associations et les entreprises aient de moins en moins de différences. Voilà. Et le fait de pousser les associations vers le marché. Donc le CAC, c'est une espèce de sursaut citoyen avec des militants associatifs de différents domaines qui se réunissent à ce moment-là, pour en l'occurrence une action juridique. C'était un recours auprès du Conseil d'État, qui a été débouté pour vice de forme, mais peu importe, parce que ça a permis de créer une dynamique qui perdure et qui effectivement perdure jusqu'à la création, il y a quelque temps, d'un observatoire citoyen de la marchandisation des associations qui va rendre son deuxième rapport le 26 mai, auquel vous êtes tous invités. Et je vais en dire deux mots. Mais avant ça, peut-être situer le travail qu'on fait dans... alors, pour le situer, le travail qu'on fait, il y a un truc qui est quand même pratique, c'est je m'appuie sur un livre collectif qu'on a sorti en 2021 et qui s'appelle « Quel monde associatif demain ?» Et ce livre, en fait, il a été écrit à 24 plumes, 3 caractères associatifs, un quart universitaire, et il a l'avantage de poser, je trouve, assez simplement les deux scénarios possibles, de documenter le scénario de l'affaiblissement, et tu l'as bien résumé. Et en même temps, il faut noter que le scénario de l'affaiblissement, c'est la première partie, il y a 5 chapitres, mais dans le scénario du renforcement, il y a 8 chapitres. Donc, il y a des choses à faire. Et l'idée, en fait, de nos interventions, c'est beaucoup d'éclairer la manière dont on voit ce chemin du renforcement et de renvoyer la question à chacun d'entre nous, de là où on est, comment est-ce qu'on contribue à ce scénario du renforcement du monde associatif? Quelle action collective on peut envisager pour ça, quoi. Donc voilà, ça c'est le travail qu'on fait. Alors, c'est un travail prospectif, oui, je vais en parler. Et du coup, mais quand même, juste une petite parenthèse, parce que je trouve que c'était intéressant que tu fasses, Claire, la parenthèse sur l'histoire. En fait, ce travail prospectif, il ne peut pas se faire correctement, à mon avis. Enfin, c'est vraiment ma conviction profonde, et tellement profonde que j'ai écrit un petit bouquin sur l'histoire des libertés associatives qui revient sur tout ce processus que tu as écrit. Et je trouve qu'il faut vraiment revenir sur ça. Alors, d'abord parce que c'est évident que l'histoire a fait de nous ce que nous sommes, et nous pouvons faire quelque chose de ce que l'histoire a fait de nous. Mais surtout, quand on revient sur la création de l'ADN associatif, on se rend compte à quel point, d'une part, c'est un ADN solidariste, et puis c'est un ADN qui donne une fierté combative, j'ai envie de dire. Et donc, je pense que c'est très très important de s'armer de ce savoir-là pour affronter les temps qui arrivent. Fin de la parenthèse historique. Sur la projection, en gros, la question c'est comment est-ce qu'on s'y prend pour effectivement identifier une série d'effets leviers. Et je vais revenir quelques mots sur le CESE, parce que ça va complètement dans le ligne du deuxième rapport qu'on sort de notre observatoire de la marchandisation. Le premier rapport, on l'a sorti il y a 2 ans, et le but du jeu, c'était d'y voir le plus clair possible sur ce qu'on appelle ce processus de marchandisation, y compris sur ses déclinaisons, la financiarisation. Enfin, ça va assez loin, donc on a décortiqué ça avec un comité scientifique. Et c'était à peu près dans le même temps d'ailleurs qu'on continuait les travaux. On est actif dans un deuxième observatoire complémentaire qui est l'observatoire des libertés associatives. Les deux choses vont évidemment ensemble. Cet observatoire de la marchandisation, il a travaillé sur ces 2 dernières années sur ce qui sort là le 26 mai, c'est-à-dire des pistes pour démarchandiser le monde associatif. C'est-à-dire, on s'est dit, si la marchandisation existe, la démarchandisation doit bien exister quelque part, donc on la cherche, voilà. Et on a identifié quelques pistes. Et alors, notamment, il y a une piste qui, je trouve, fait complètement écho à ce qui est le contenu phare, je trouve, du rapport CESE. Je pense, le rapport CESE, si on veut le résumer d'un mot, pour moi, c'est le mot de subvention. C'est-à-dire l'autre nom de l'initiative citoyenne. Et ce que le rapport CESE montre remarquablement, c'est à quel point on a été victime d'une révolution invisible, pas du tout spectaculaire, que tu décrivais. Effectivement, il y a toujours de l'argent public, mais ce n'est pas le même argent. Et c'est un argent qui nous positionne en tant qu'exécutant. Et alors, la phrase qu'on a souvent en tête au CAC, c'est que quand on est prestataire, c'est difficile d'être protestataire. Et donc, ce phénomène de dépolitisation à bas bruit
c'est un peu ce qu'on se prend très très violemment en ce moment, à tel point que on va essayer de réagir avec les soulèvements associatifs dont je vais dire deux mots. Juste pour dire sur cette piste de démarchandisation mise en avant par le rapport CESE, l'idée, en fait, c'est pas simplement de demander plus de subventions. Il le faut, enfin, le rapport CESE le fait, il faut continuer à le faire, etc. Ce que je trouve riche dans ce rapport, c'est de demander mieux de subventions. C'est-à-dire de dire, pour se mettre à l'abri de certains écueils qu'on connaît tous, de la subvention qui peut induire le clientélisme, le fait du prince, etc., il faut absolument, j'allais dire, démocratiser les processus de délibération de subventions. C'est-à-dire, en gros, si on met plus d'intelligence collective dans la décision de où va l'argent, il y a plus de chances qu'elle aille au bon endroit. Et alors ça, c'est quelque chose qui est porté depuis longtemps par le monde associatif. Notamment, ça renvoie, il y a 10 ans, dans le rapport Baquet-Meshma sur la politique de la ville, la proposition phare du FIC, le Fonds d'initiative citoyenne, c'était ça. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut mettre au travail, à deux niveaux, évidemment, au niveau national et puis au niveau local. Et je pense que là, l'échéance des municipales, j'avais encore une réunion sur ça hier, va être déterminante pour faire avancer un certain nombre d'idées et pour finalement généraliser ce qui se fait déjà, parce que heureusement, certaines collectivités, à Poitiers, à Rennes, à l'Île-Saint-Denis, etc., n'ont pas attendu pour expérimenter ça et prouver que non seulement c'était possible, mais c'était intéressant. Donc voilà, donc ça c'est le premier point. Voilà, c'est la piste que tu listais sur finalement une sorte de cogestion qui pourrait faire rimer autonomie politique et autonomie budgétaire, en fait. C'est vraiment ça l'enjeu. Alors, il y a d'autres pistes qu'on explore dans ce rapport. Il y en a une que vous connaissez bien. C'est la sécurité sociale alimentaire, évidemment, qui est portée en grande partie par le monde associatif. Et l'idée, c'est, comme en 1945, on a été capable de sortir tout un pan de l'activité humaine du marché, c'est-à-dire la santé, jusqu'en 1967, c'est de sortir ces enjeux autour de l'agriculture et de l'alimentation du marché, et donc de voir comment est-ce qu'on peut aller le plus loin possible sur cette expérimentation, en n'oubliant pas, puisqu'on s'appuie toujours sur l'histoire, que la sécurité sociale, elle s'est faite parce qu'il y a eu d'abord une multitude de foisonnements de mutuelles qui sont l'équivalent, peut-être, des caisses locales de sécurité sociale alimentaire. Donc ça, on explore ça très très largement. Il y a une autre piste qui nous paraît très très inspirante, et c'est la piste du financement de certaines associations en Belgique. En l'occurrence, celles qui sont dans le registre de ce qu'ils appellent l'éducation permanente. C'est l'éducation populaire là-bas. C'est un décret qui est ancien, mais qui a été actualisé, notamment à la faveur du travail de quelqu'un qui s'appelle Luc Carton, qui est d'ailleurs cité dans le rapport CESE, puisqu'il parlait de l'impuissance publique. Et Luc Carton et d'autres ont réussi à institutionnaliser quelque chose qui est devenu complètement inconcevable en France, a fortiori depuis le CER, qui est de financer des contre-pouvoirs. Parce que la philosophie et la mise en pratique du décret de l'éducation permanente en Belgique, c'est exactement ça, avec toutes les déclinaisons qu'on peut imaginer en termes de convention pluriannuelle, en termes de modalités d'évaluation avec une auto-évaluation réflexive, avec plein de choses qui sont, je pense, extrêmement inspirantes pour le monde associatif français, et pas seulement pour le secteur éducation populaire. Voilà, bon, il y a d'autres pistes, je vous laisserai découvrir le rapport et puis assister, c'est ouvert à la conférence de presse à 10h30 le 26 mai. Voilà, par exemple, dans les autres pistes, alors il y en a une qu'on ne développe pas beaucoup, mais je la liste comme ça parce que je trouve qu'il faut la travailler. Depuis 2021, il y a une loi qui est très méconnue en France et qui, à l'instar de ce qui se passe en Italie depuis plus d'un quart de siècle, permet de réaffecter des biens confisqués au crime organisé à des projets d'économie solidaire. Voilà. Les modalités en France ne sont pas les mêmes qu'en Italie, c'est plus compliqué, mais si on ne fait rien pour que ça bouge, on n'arrivera pas à suivre cet exemple qui, en Italie, permet que, je ne sais pas, en Sicile, il y a des coopératives agricoles immenses qui permettent aussi, fondamentalement, de voir que la question du crime organisé et de la lutte contre la mafia, c'est pas juste une question pour les policiers et les juges, hein, c'est une question pour la société entière. Voilà, donc
il y a d'autres pistes, et qu'est-ce que je voulais... Alors, je reprends quand même mes notes, parce que j'avais noté quelques éléments. Oui, par rapport à ce débat taxe parafiscale, subvention, etc., il faut faire feu de tout bois. Mais... Merci. mais défendre morticus le principe de la subvention. Alors nous, c'est vraiment le plaidoyer qu'on porte depuis très longtemps au CAC. On avait fait un texte collectif lors de notre université d'été en 2017, où en gros, on disait la subvention publique, c'est l'argent public, c'est-à-dire c'est notre argent. Et donc c'est normal que notre argent nous revienne sous forme d'actions associatives organisées. Et finalement, les élus sont les gestionnaires temporaires de cet argent public. Mais comme les élus n'ont pas forcément la science infuse et le monopole de la définition de l'intérêt général, c'est normal qu'on co-construise. Autre sujet à explorer, la co-construction. Et donc voilà, plaidoyer pour la subvention. Et puis un mot pour finir sur les soulèvements associatifs. En fait, les soulèvements associatifs, c'est né de l'épisode cet automne. On a tremblé en découvrant le PLF de Barnier. On a halluciné en voyant l'expérience des pays de la Loire. On a fait un texte, vous irez voir si vous voulez sur le site du CAC, qui s'appelle Les pays de la Loire, un laboratoire néolibéral, où on pressentait évidemment la généralisation de l'expérience Christiane Morancé ailleurs et partout. Et ça ne manque pas, c'est ce qui nous attend si on ne réagit pas. Et donc, au moment de l'adoption en 49.3 du PLF Bayrou, le mot d'ordre qui est revenu d'adhérents, en fait, c'est ne pas crever sans rien dire, en silence, et donc de lancer une mobilisation qu'on construit progressivement, qui s'appelle les soulèvements associatifs, et on envisage le coup d'envoi de cette mobilisation le 1er juillet, date anniversaire de la loi de 1901, avec un slogan, et puis plein d'actions symboliques qui seraient les soulèvements associatifs remettent la République à l'endroit, c'est-à-dire qu'il y en a marre de marcher sur la tête, et il y a tout un jeu qu'on va faire à la fois physiquement et en gif, etc., où il y aura la devise de la République, tout petit peu adapté, liberté, égalité et solidarité, parce qu'il y a eu des débats, sororité, fraternité, tout ça, on a choisi solidarité. Et donc, cette devise de la République à l'envers, comme la coordination rurale, qui n'est pas forcément une aspiration politique, mais une aspiration de mouvements sociaux, a fait avec les panneaux d'entrée de ville, et on remet la République à l'endroit, et on repart sur de bons pieds, j'ai envie de dire. C'est un peu, comment dirais-je, c'est pour offrir un terrain d'expression au monde associatif pour que justement, alors je vais le dire comme ça parce que c'est quand même un peu le sentiment qu'on peut avoir de temps en temps, on arrête d'être pris pour un paillasson, enfin on arrête d'être piétiné, enfin voilà. Donc on essaye de construire cette liaison entre mouvements sociaux et mouvements associatifs parce qu'il y en a très très fortement besoin. Voilà. Merci Jean-Baptiste.